bonsoir à toutes et tous, merci d'être venus si nombreux. On vous propose donc cette soirée dans le cadre d'une semaine de la résilience, alors semaine qu'on a organisée avec une série d'événements à l'occasion de la Journée mondiale de la résilience, qui est une journée de l'ONU qui amène à réfléchir effectivement aux enjeux auxquels nous avons à faire face. Alors, d'une façon assez classique sur les thématiques de sécurité civile, et puis aussi avec l'aggravation d'un certain nombre de phénomènes qui font que les enjeux, les confrontations des sociétés face aux événements extrêmes sont amenées à se multiplier pour des raisons diverses et variées. Donc ce soir, on vous propose une soirée qui est accueillie par l'Espace Mendes France, que je remercie pour cette opportunité, sur les questions de ruissellement, puisque cette soirée est aussi dans le cadre d'un programme d'action qui s'appelle le PAPI, qui est le programme d'action de prévention des inondations, qui rassemble un certain nombre d'acteurs, qui permet à une série de partenaires, dont Grand Poitiers, et qui est animé par le PTB qui est présent ce soir, et qui permet de mettre en œuvre un certain nombre d'actions de prévention et de réduction de la vulnérabilité sur le risque d'inondation. Alors quand on parle d'inondation, on parle souvent des inondations par débordement. On a pu évoquer ça à l'occasion d'autres événements. Et ce soir, on va s'intéresser aux questions de ruissellement et on va voir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire plus spécifiquement. Alors j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc la semaine de la résilience, donc il y a eu un certain nombre d'événements, des conférences, mais aussi des animations. Et donc ce soir, c'est sur la question des ruissellements. Alors on vous propose de s'intéresser à plusieurs choses dans cette soirée. C'est d'abord de définir qu'est-ce qu'on entend par ruissellement, parce qu'évidemment, inondation, ça recouvre plusieurs phénomènes. Donc on va essayer de préciser ce que cela veut dire. On va s'intéresser évidemment à quels sont les facteurs qui influencent ces éléments et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire l'exposition à ce risque. On va aussi s'interroger sur ce qu'on peut faire, puisqu'on va vous parler principalement de ce que font les collectivités sur ce sujet-là. Et puis on va essayer de s'interroger aussi sur qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens, parce qu'on verra que ce n'est pas une question qui est l'exclusive des collectivités. Chacun peut avoir un rôle à jouer. Et puis on finira par un temps de questions-réponses collectif. Alors qu'est-ce que le ruissellement ? Alors, pour répondre à cette question, on va regarder une petite vidéo qui synthétise en partie la réponse à la question. Si j'arrive, on va peut-être... Ouais. C'est à partir d'ici. Quand il pleut, l'eau va atteindre le sol. Et cette eau, elle peut se comporter de deux façons. Soit elle va s'infiltrer dans le sol et rejoindre la nappe phréatique, c'est ce qu'on appelle l'infiltration, ou alors elle va s'écouler à la surface du sol, ça c'est le ruissellement. Alors les critères de ruissellement, c'est la nature du sol, les activités liées à ce sol, tout l'environnement qui était présent et qui ne l'est peut-être plus. Le paysage que l'on voit ici, nous avons plus de haies, nous avons par contre des espaces cultivés, nous avons également des constructions humaines qui se sont implantées là où avant l'eau s'infiltrait dans le sol. Et toute cette eau, ne s'infiltrant plus dans le sol, commence à ruisseler et à descendre la vallée en direction de la rivière. Les grands enjeux sur le territoire de la Vienne, ça va être les inondations et la qualité de l'eau. En fait, les ruissellements vont créer des inondations à l'aval, mais on a aussi un problème d'apport finalement de particules dans le milieu aquatique, ce qui va poser des soucis, notamment vis-à-vis de la potabilisation de l'eau. Les conséquences, elles sont souvent au moment des inondations, lorsqu'il y a un afflux massif d'eau qui arrive à un endroit déterminé, qui provoque des inondations. Et donc, si on peut éviter le ruissellement, on peut éviter en prévention les inondations. En cas de gros problèmes de ruissellement, on a deux types de solutions. On a les solutions dites les aménagements structurants. Donc ça va être mettre en place une digue, un bassin d'orage. Et on a les solutions dites aménagement d'hydraulique douce. Donc là, ça va être des solutions qui sont fondées sur la nature. Ça va être des aménagements type haies, fascines, mares-tampons, qui sont beaucoup plus naturels, mais qui demandent par contre qu'on les mette en place en série sur l'ensemble du bassin versant pour être pleinement efficaces. Alors que l'aménagement d'hydraulique structurante, on en met un à un point en fait où on a le problème.
et on considère que le problème est réglé, quoi. On va mettre en place des aménagements pour limiter l'érosion. Moi, je ne vais pas pouvoir apporter de solution sur le sol déjà érodé pour le réparer, si je puis dire ça comme ça. On fait de la prévention des ruissellements plus qu'on ne répare les dégâts déjà causés. Le jour où il y a une inondation, c'est le maire qui est en première ligne. On va le voir et on lui dit mais comment ça se fait que ça déborde. Et le monde agricole, lui aussi, il est confronté aux phénomènes climatiques violents. Lui aussi, il se retrouve à avoir les matières organiques qui sont dans le sol, qui sont ravinées et qui sont emportées par les eaux pluviales. Et il est dans son intérêt aussi de pouvoir y faire face. Le plus difficile, c'est vraiment, oui, la partie concertation. Et il faut aller se concerter avec les acteurs, les propriétaires, les exploitants, les élus, pour se mettre d'accord sur le fait que finalement, ils doivent renoncer à une partie d'un terrain qui leur appartient ou qu'ils exploitent pour qu'on mette en place quelque chose qui ne va pas leur rapporter directement de l'argent. Le maître mot, c'est la coopération. Donc voilà cette petite introduction pour présenter un peu la problématique générale. Alors là, on est sur une thématique qui est quand même très axée sur le milieu rural. Donc on va regarder aussi ce que ça veut dire sur le milieu urbain. Et je passe la vidéo tout de suite ou tu veux dire un mot avant ? Après, il faut peut-être faire un tour des intervenants. Oui, on va se présenter. Vous allez vous présenter au fur et à mesure. Parce que alors, je te laisserai nous présenter, mais la première vidéo que vous avez vue, c'est plutôt axé sur le ruissellement rural. Et là, j'ai trouvé une belle vidéo qu'on avait prise. Alors, c'est une vidéo de Poitiers. C'est dans la rue Montbernage. Mais ça illustre bien, en fait, le phénomène de ruissellement en milieu urbain. Donc, il y a du ruissellement quand il pleut, souvent de manière très forte. Ce qu'il faut indiquer, c'est que en milieu urbain, on a forcément un système de gestion des eaux pluie. Dans les années après-guerre, c'était des tuyaux et des grilles. Donc, ces tuyaux et ces grilles, en fait, ils ont été dimensionnés. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'absorber des pluies qui atteignent un certain seuil. Et au-delà de ce seuil, en fait, le tuyau il est plein, donc les grilles elles absorbent les pluies. Et ce qu'on appelle le ruissellement urbain, c'est quand le système de gestion habituel des eaux de pluie est saturé, en fait, les rues, ça devient des rivières. Donc voilà ce que c'est le ruissellement urbain. C'est l'eau, en fait, les rues de l'espace urbain, celles qui se situent dans les anciens fonds de vallées qui avant étaient des forêts où il y avait un ruisseau qui pleuvait, qui coulait quand il y avait beaucoup de pluie, l'eau, elle repasse par les cheminements habituels et donc la rue se transforme en rivière. Voilà, en milieu urbain, c'est ça. Donc, Christophe peut peut-être dire d'où tu parles Alors, d'où je parle ? Donc, Christophe Chaperon, moi je suis responsable du pôle études, travaux, patrimoine à la direction eau assainissement. Et dans ce cadre-là, on travaille notamment sur le pluvial et aussi sur le pluvial par pluie ordinaire et le pluvial aussi par pluie exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on fait ? Et on va développer un peu avec les aggravations des phénomènes extrêmes, mais on a aussi cette préoccupation à prendre en compte. Merci. On enregistre. Mais je me pose la question. Mais puisque là, on voit directement. Oui, si vous voulez bien, on va dérouler l'intervention avec les intervenants, puis après on pourra revenir, si vous voulez, sur les différents sujets. Parce que si on alors c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais sinon ça va être compliqué de dérouler. Donc Fabien, est-ce que tu veux bien nous dire d'où tu parles avant de répondre à la... Oui, donc Fabien Blaise, je suis responsable de l'antenne de Poitiers à l'EPTB Vienne, donc l'établissement public territorial du bassin de la Vienne,
qui est un syndicat mixte en fait, dont plusieurs collectivités adhèrent, comme le département de la Vienne, la région Nouvelle-Aquitaine ou la communauté urbaine de Grand Poitiers. Et donc nous, on travaille plus spécifiquement à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Vienne, donc sur un périmètre hydrographique qui part depuis les sources de la Vienne jusqu'à la confluence avec la Loire, en y intégrant les affluents du Clin et de la Creuse. Et donc c'est la spécificité de notre établissement, c'est qu'on agit sur des limites hydrographiques pour pouvoir gérer la ressource en eau depuis l'amont jusqu'à l'aval, puisque effectivement les limites administratives, l'eau, elle n'en tient pas compte, hein. Donc du coup, nous c'est notre particularité, et on travaille plutôt sur les thématiques de grand cycle de l'eau. Par opposition au petit cycle de l'eau. Donc le petit cycle, c'est plutôt la partie eau potable et assainissement. Grand cycle de l'eau, nous, on va être plutôt sur la partie, par exemple, gestion quantitative de la ressource en eau, à la fois les problématiques d'étiage, donc de bas débit, de sécheresse, mais aussi des problématiques de risque d'inondation par débordement de cours d'eau et ruissellement. Et donc, sur cette thématique du ruissellement, on agit notamment pour le compte de Grand Poitiers pour développer en fait une démarche de gestion des ruissellements sur des territoires qui préoccupent en fait les habitants et les élus locaux, comme on peut le voir effectivement sur la photographie, sur les photographies. Ici, on a un patchwork de photos du territoire du bassin du Clin où on a Savigny-lès-Vesco, dont on a monsieur le maire qui est présent dans la salle. Et on travaille d'ailleurs avec la commune de Savigny-lès-Vesco pour diagnostiquer les problématiques de ruissellement qui sont d'origine rurale. On a, donc ça c'est plutôt les photos du centre. On a la photo à droite où c'est la commune de Cloué, du côté de Lusignan, où on voit bien en fait la couleur du ruissellement, hein. On voit la couleur de l'eau, hein, qui vient en fait des versants agricoles. Et puis on a aussi en bas à gauche, on travaille aussi sur des secteurs comme la commune de Bonne, notamment au hameau des Barbalières, c'est la D749 de mémoire qui fait la liaison. On a de forts ruissellements à la fois sur les habitations, mais aussi ça pose des problèmes de sécurité routière, puisqu'en fait on a des zones comme ça là qui sont complètement noyées par des ruissellements qui viennent donc notamment du versant et qui posent un certain nombre de difficultés et puis de risques d'accident également. Et on voit que c'est des dégâts assez important, puisque là vous pouvez voir il y a des routes qui sont dégradées et donc l'idée c'est de pouvoir anticiper et se prémunir de ces problématiques en amont pour en réduisant en fait les ruissellements sur le versant. Mais je pourrais revenir après sur les thématiques. Voilà, donc ça c'est une bonne illustration finalement de ce qui se passe en milieu rural depuis là où ça coule en fait, et ça arrive souvent dans les zones, dans les parties en aval qui sont habitées, qui sont urbanisées. Et c'est le lien d'ailleurs qui est fait ensuite avec les collègues de Grand Poitiers qui assurent la gestion des eaux pluviales urbaines. Il y a une cohérence en fait, une articulation à trouver entre la gestion des eaux pluviales en milieu rural et la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. En fait, il y a une relation à faire. Et on parlait dans la vidéo de coopération. La coopération, ça passe aussi entre les services des différentes collectivités que l'on représente. Merci Fabien. Donc on voit bien que sur ce sujet, on peut avoir des problèmes liés à l'eau, d'inondation, même dans des endroits où il n'y a pas de rivière. Et on va avoir pourtant des phénomènes importants qui peuvent provoquer des dégâts assez considérables, et avec une prévisibilité qui est encore assez difficile à appréhender. Donc, d'où l'importance de traiter ce sujet, alors qui n'est pas un sujet émergent, hein, mais qui demande effectivement encore beaucoup de travail pour en réduire les impacts, d'autant que ce type de phénomène pourrait être aggravé par des questions climatiques. Mais Christelle Soula, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous parlez et nous en dire un peu plus sur ce phénomène ?
Donc moi, je suis ingénieur dans un bureau d'études NC Environnement qui est un bureau d'études privé et nous travaillons beaucoup avec les collectivités, notamment sur les problématiques de l'eau. Donc voilà, des problématiques inondations, cours d'eau, gestion des zones humides, des cours d'eau, gestion des eaux pluviales et ruissellement. Et donc, pour faire une synthèse un peu de ce qui a été dit, effectivement, le ruissellement, on le connaît principalement par ses impacts qui sont des coulées de boue, des inondations, des choses qu'on vient de voir avec des choses très visibles, mais il y a aussi des impacts moins visibles qui sont des pertes de terres arables, puisque quand on voit la couleur de l'eau, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, elle a arraché des matériaux au terrain agricole. Et potentiellement une pollution aussi en aval, puisque en arrachant les terrains agricoles, elle emmène avec elle les produits qui ont pu être mis juste avant, par exemple. Et donc, on peut avoir un colmatage lié à des dépôts de matières très fines dans les cours d'eau, par exemple, et ces matières potentiellement peuvent être chargées en nutriments ou en polluants. Donc, les impacts, on vient de les voir, mais l'idée ici, c'est aussi de rappeler que le ruissellement, à la base, c'est un phénomène qui est naturel. C'est-à-dire qu'on a des précipitations, l'eau tombe sur le sol. Cette eau, elle peut être absorbée par la végétation qui va pomper l'eau pour croître, et donc c'est le phénomène d'évapotranspiration. Cette eau, elle peut s'infiltrer dans le sol vers la nappe, et tout ce qui n'est pas absorbé par la végétation ou par le sol va ruisseler en surface. Et c'est ce ruissellement qui potentiellement peut poser problème. Mais voilà, c'est un phénomène qui est naturel et qui dépend en fait des paramètres, on va dire, du site, des paramètres physiques, et qui peut forcément du coup être modifié et aggravé par l'action de l'homme, qui va jouer sur ces différents paramètres. Les premiers paramètres qu'on peut voir, c'est forcément les notions de sol et de pente. On l'a vu dans la rue à Poitiers, plus une rue est pentue, plus ça va ruisseler. Le sol, forcément, si un sol n'absorbe rien, le ruissellement va aller d'autant plus vite et d'autant plus fort. Mais il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent jouer. On les voit après. Alors, je sais pas où. Voilà. Donc, d'autres éléments auxquels on ne va pas forcément penser à première vue, qui vont être tout ce qui est éléments structurants du paysage. Et donc, c'est un terme un peu barbare pour dire les réseaux de haies, les bosquets, les arbres, les talus, les zones humides, les mares, voilà, qui vont avoir des rôles de tampons. Et ces paramètres-là jouent énormément sur la rapidité et l'évolution des ruissellements, puisque du fait de ces éléments, en fait, le sol va plus ou moins ralentir l'eau et jouer son rôle d'éponge. Et donc, ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que certains paramètres ont été modifiés par l'homme au cours du temps et ont mené à des ruissellements plus importants. On peut parler par exemple des zones humides. On s'aperçoit que, avec les informations disponibles à ce jour, on sait que 50% des zones humides ont disparu depuis les années 50. On va dire, la progression s'est ralentie depuis les années 90. La diminution est moins forte, mais il y a eu une grosse période qui correspond à l'après-guerre et au phénomène de mécanisation de l'agriculture qui a généré énormément de destruction de zones humides. Pour les haies, c'est la même chose. Il y avait à peu près 2 millions de kilomètres de haies en France à l'apogée de leur présence, c'est-à-dire jusqu'aux années 1930. Et on est à peu près à 560 000. Maintenant, on a 70% de pertes de linéaires de haies. Même chose, c'est dans les années, c'est jusqu'aux années 90 que la perte a été la plus forte. Depuis, la perte est beaucoup plus faible. Donc voilà, on a des paramètres sur lesquels l'homme a joué de façon relativement ancienne pour certaines, et qui jouent sur les phénomènes de ruissellement. Merci. Donc, phénomène naturel, mais on voit qu'il est très influencé par un certain nombre de paramètres. Et on en profite aussi pour vous dire d'où je parle moi, parce que je ne me suis pas présenté au début. Donc,
moi, je suis chef de mission prévention, gestion de crise et résilience à Grand Poitiers et à la ville de Poitiers. Et donc moi, ma préoccupation par rapport à ce sujet-là, c'est effectivement travailler à la compréhension des mécanismes qui conduisent à l'exposition à ces risques et de voir de quelle manière on peut parvenir à la fois à réduire l'exposition, mais aussi développer des stratégies de gestion des événements, puisqu'il y a un moment donné, sur ces phénomènes-là, on a une capacité d'action, de prévention, et puis il y a de toute façon des événements qui se produisent, un peu comme sur les inondations par débordement, qui sont des phénomènes qu'on ne peut pas éviter. Et donc, à un moment donné, il faut aussi être en capacité de répondre collectivement à ces événements qui génèrent des perturbations importantes. Alors, pour poursuivre, dans ce qui va déterminer la fréquence, l'intensité de ces événements, Fabien, est-ce que tu peux compléter ces éléments, notamment sur les questions des évolutions des paramètres l'eau, du grand cycle de l'eau? Qu'est-ce qui se passe? Oui, on a commencé à aborder effectivement les paramètres qui influencent en fait le ruissellement. Donc Christelle indiquait l'évolution de l'occupation des sols en fait. Et puis il y a l'évolution de la pluviométrie. Alors on a travaillé en fait au niveau de l'EPTB dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle le programme LIFE Eau et Climat, à l'évaluation en fait des effets du changement climatique sur l'état de la ressource en eau, climat passé et climat futur, avec un consortium de différentes structures, dont Météo France, pour évaluer à la fois les aspects étiage, mais on a abordé aussi les aspects hautes eaux. Et donc l'évolution de la pluviométrie, en fait, c'est-à-dire que à l'horizon 2050, il n'y a pas d'évolution marquée en fait en tendance moyenne de la pluviométrie. D'ici la fin du siècle, ça dépend des scénarios climatiques, mais on devrait avoir une augmentation de la pluviométrie hivernale et une diminution de la pluviométrie estivale. Par contre, effectivement, on a des phénomènes soudains extrêmes qui, en fait, il y a un signal d'intensité, en fait, qui montre que ça va être plus marqué d'ici la fin du siècle, à la fois en fréquence et en intensité. Donc, ça converge en fait vers la nécessité en fait de pouvoir se prémunir des phénomènes extrêmes, y compris sur notre territoire. Je regardais avant de venir la pluviométrie à la station de Poitiers, Météo Poitiers-Biard, ça doit être entre 600 à 700 mm par an de cumul annuel. Et je regardais, c'était en 2011, en une journée, il a pu tomber au maximum pas loin de 100 mm. Donc là, ça, c'est un événement extrême. Parce que dans les 100 mm, c'est, je dis 24 heures, mais c'est en une heure qu'il est tombé peut-être 80 mm. Donc ça, c'est difficile de le gérer. C'est difficile de le gérer en milieu urbain. Les tuyaux, entre guillemets, ils ne sont pas dimensionnés pour ça. Donc c'est ça, gérer en fait un phénomène extrême. Bon, après, le travail que l'on a fait sur la partie impact du changement climatique, les modèles climatiques, ils sont pas très robustes en fait sur les événements extrêmes. C'est délicat de leur faire sortir quelque chose. Par contre, il y a quand même un signal qui tend vers ce que je disais, une intensification et une augmentation de la fréquence. Voilà ce que je peux dire. Si je me censure moi-même. Donc, effectivement, c'est intéressant. Alors, peut-être pour être sûr que tout le monde comprenne bien, quand on dit pas d'évolution de la pluviométrie, c'est-à-dire pas d'évolution de la quantité d'eau qui tombe dans une année, et donc effectivement une répartition différente qui peut amener à des quantités d'eau qui tombent à un moment donné de façon plus intense et plus courte. Donc, sachant qu'on parle d'événements extrêmes par rapport à des moyennes qu'on a connues les 30 dernières années, sachant qu'avec le changement climatique, qui, rappelons-le, alors ici c'est peut-être pas la peine de le répéter, mais c'est pas une hypothèse. On a franchi les plus 1,5 degrés à l'échelle mondiale. On se rapproche des 2 degrés en France, parce qu'en France, le réchauffement climatique se manifeste de façon plus intense que dans le reste du monde, et en Europe d'une manière générale. Et que donc, ces tendances-là
sont à prendre comme des évolutions systémiques qui vont devenir des paramètres de référence pour nous et pour le calibrage des infrastructures à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va être de moins en moins c'est un peu comme les canicules, c'est un petit peu comme tout un tas d'autres phénomènes qui vont devenir de plus en plus récurrents et donc rentrer dans ce qu'on va appeler les normales, qui sont en fait des moyennes sur le passé. Alors, toujours sur les causes. Alors, ça, je ne sais plus, c'est la diapo. C'est moi. C'est la diapo de Christophe. Ouais. Donc plus sur le milieu urbain. Qu'est-ce qui va influencer par rapport à l'exemple que tu nous as montré tout à l'heure? Est-ce que c'est quelque chose d'inévitable ou est-ce qu'il y a des pratiques qui vont favoriser ou modifier ce phénomène? Donc la diapositive que je vais vous présenter, c'est pour illustrer, en fait, Christelle en a parlé, mais le ruissellement, qu'il soit agricole ou urbain, en fait, il a été modifié par les activités humaines. Quand il pleut dans une forêt, on a quand même, en fait, dans un milieu qui est naturel, avec des zones humides, en fait, on a un système qui est capable d'absorber, en fait, ces pluies intenses. Donc là, ce phénomène-là, c'est sur la zone naturelle. Donc ça, vous avez en fait le 1, le 2, le 3, le 4. C'est 1, quelle est la proportion de la pluie qui s'évapore. Donc en milieu naturel, vous êtes à 40%. Le 2, c'est le ruissellement. Donc la part d'eau qui n'est ni évaporée, ni infiltrée, infiltrée en profondeur et infiltrée en surface. Donc vous voyez en forêt, en milieu naturel, le petit 4, c'est l'infiltration en profondeur. Donc ça, c'est l'eau qui va dans les nappes. Donc en gros, par rapport à une pluie, on a à peu près un quart de la pluie qui va alimenter la nappe. On a un quart de cette pluie qui est infiltrée en surface, c'est-à-dire qui est utilisée par la végétation. Et en milieu, donc la différence, les 10%, c'est le ruissellement. Au fur et à mesure qu'on arrive dans une zone qui est urbanisée avec des sols imperméables étanches, quand on va complètement à droite de la diapo, là on est en ville, et on continue à avoir de l'évapotranspiration, donc 30%. Par contre, puisqu'on a un sol étanche, on n'a quasiment pas d'infiltration. On a des sols qui sont très secs en ville et on a toute l'eau qui tombe sur la ville ne va pas alimenter les nappes. On a un peu d'infiltration en surface et en fait, on a beaucoup de ruissellement. Donc ce phénomène, en fait, il nous a amené, puisque Karim a parlé de stratégie, à dire comment faire pour réduire le ruissellement, sachant qu'on a des sols qui sont très perméables. Et donc, un des premiers questionnements, c'est identifier les ruissellements. Donc ça, je continue sur mon propos. On le fait par des études de ruissellement. Donc des études de ruissellement, en fait, c'est utiliser des modèles numériques de terrain qui permettent d'identifier les pentes. Puis on fait tourner une pluie et on identifie en fait les axes où on sait qu'on a de la pluie qui va couler. Alors, je vous cite des exemples que vous connaissez tous à Poitiers, mais le faubourg du Pont-Neuf, la rue Montbernage. En fait, c'est des rues qui, avant que la ville soit urbanisée, c'était des fonds de vallons. Donc c'est par là que l'eau coule. Et donc, une des stratégies qu'on commence à mettre en œuvre, alors je ne sais pas si ensuite c'est présenté sur la diapo, mais l'idée c'est, on a plusieurs outils en fait. Donc, alors, avant que je parle des grands principes, on a des outils. Donc, une fois qu'on a identifié les ruissellements, dans le cadre du PLU, c'est dire si je sais qu'il y a un endroit où l'eau coule, parce que le ruissellement, en fait, c'est quelque chose qu'il faut faire avec. En fait, on peut pas, on va pas mettre un mur. En fait, le principe en ville, c'est de dire l'eau s'écoule, je vois où elle s'écoule, et je ne crée pas d'obstacle pour qu'elle s'écoule. C'est autre chose que la gestion des pluies courantes. Et pour ça, donc, une fois qu'on a identifié les axes de ruissellement, c'est des choses qui peuvent être intégrées dans le PLU. Par exemple, je sais qu'ici, quand il pleut très fort, j'ai de l'eau qui coule, donc j'évite de construire une maison. Et puis, un des autres outils aussi, c'est le zonage pluvial. Donc là, j'en viens plutôt à l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis de comment on va évaluer la ville par rapport à la pluviométrie.
Donc là, on passe à la gestion intégrée. On va dire depuis une trentaine d'années, on s'est rendu compte que après-guerre, pour gérer l'eau de pluie, on l'a collectée dans des tuyaux par des grilles. On avait beaucoup d'eau. En France, l'eau était abondante. On avait des pluies qui étaient relativement régulières, malgré quelques épisodes extrêmes. Donc tout ça fonctionnait à peu près bien. Et avec l'urbanisation, par exemple à Poitiers, Poitiers s'est construit au bord de la Vienne. Donc on a commencé à construire des tuyaux au bord de la Vienne, et puis elle s'est construite sur les coteaux. Donc tout ce qui était nouveau était en amont de ce qui avait été déjà construit initialement. Et on a des tuyaux, en fait, on ne les a pas plus grossis en bas. Donc on a des bassins versants où la collecte par les eaux de pluie, la collecte par tuyau, en fait, ça n'a pas de... Au bout d'un moment, on sait que le tuyau va toujours être trop petit. Donc la démarche qu'on est en train de mettre en œuvre depuis, on va dire, 20 ans, c'est d'essayer d'infiltrer l'eau où elle chute. Et on met en œuvre donc, ce qu'on appelle nous la gestion intégrée avec 7 grands principes. Donc on essaye d'infiltrer l'eau là où elle tombe. On ne concentre plus l'eau. 1 mètre cube d'eau qui est en mouvement, donc par exemple quand on a un ruissellement, c'est comme si vous avez un camion qui descend une rue. On essaye de ne pas faire ruisseler l'eau, puisqu'en fait, l'eau, quand l'eau tombe sur 1 mètre carré, vous avez 1 mètre cube à gérer. Ensuite, quand elle se déplace et vous la laissez ruisseler, c'est 2, puis 3, puis 4. Donc en fait, plus l'eau ruisselle, plus on a un volume énorme à gérer. Et là, c'est incontrôlable. On respecte le cycle de l'eau, donc on essaye que l'eau s'infiltre. Alors, on regarde la gestion naturelle et on la copie, c'est-à-dire, là, on va avancer sur des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire, j'essaye en ville d'avoir des zones où j'infiltre, et je sais que si je veux infiltrer facilement, c'est encore plus facile d'infiltrer dans des zones qui sont naturelles, puisque, par exemple, on a de la végétation, on a des racines, donc on a une perméabilité qui est améliorée. On essaye de ne pas imperméabiliser. Et aussi, donc, le dernier principe, qui est un des principes les plus importants, c'est qu'auparavant, on allait collecter les eaux et on disait à cet endroit j'infiltre et je ne fais assurer à cet endroit que la fonction d'infiltration de l'eau. Maintenant, on essaie de mettre en œuvre, par exemple, des espaces qui vont servir de jardin, servir d'espace de jeu, et en même temps, on va infiltrer les eaux. C'est-à-dire que les zones qu'on va imaginer pour gérer les eaux de pluie, ils n'auront plus que la seule fonction de gérer les eaux de pluie. Merci Christophe. Donc ça c'était spécifiquement en milieu urbain. Est-ce que ce type de stratégie, on va les trouver Oui, alors c'était sur cette diapo, c'est encore moi qui prends la parole. Mais alors un des intérêts aussi de la gestion intégrée, c'est que quand on mettait des tuyaux, en fait, on gérait la pluie. Enfin, le tuyau ne rendait que le service d'évacuer les eaux de pluie. Si jamais on dit, au lieu d'évacuer les eaux de pluie par un tuyau, j'essaye d'infiltrer sur place, et là où j'infiltre, je plante, ça veut dire que, en fait, la question de l'eau, elle rejoint aussi la question de la végétalisation en ville. La végétalisation en ville, c'est une des solutions aussi pour lutter contre le réchauffement climatique, pour créer des îlots de fraîcheur. Et les co-bénéfices de cette gestion commune entre l'eau et la végétation, c'est que si on veut planter en ville, si on veut rafraîchir la ville, et si on veut que la végétation qu'on plante puisse pousser, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit disponible. Sinon, un arbre en été, s'il n'a plus d'eau disponible, il perd ses feuilles, il évapore plus. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas de planter des arbres en ville ou de végétaliser la ville. Si on veut que elle-même la végétalisation soit résiliente en été, il faut qu'elle ait de l'eau à disponibilité. Donc la gestion intégrée, qui est une des techniques pour essayer de réduire le ruissellement, elle apporte aussi d'autres bénéfices, par exemple pour la végétalisation ou pour avoir des zones qui sont plus fraîches, pour améliorer les îlots diminuer les îlots de chaleur en créant des îlots de fraîcheur. Et là, sur ces photos, l'illustration, c'est simplement des photos infrarouges qui vous montrent les grosses différences de température qu'on peut avoir, par exemple, entre un enrobé alors sur la photo de gauche, vous avez la partie urbanisée qui est à 50 degrés alors que la forêt derrière est à 35. Sur la photo du milieu, c'est simplement une petite mauvaise herbe, qu'on appelle mauvaise herbe, ou que certains appellent adventice, sur un trottoir.
voyez, quand on mesure la température sur ce trottoir, en fait, le trottoir, lui, il est à 32 degrés, alors que l'espace vert est à 13. La petite plante, elle est à 13. Voilà. Merci Christophe. Voilà une bonne nouvelle en ces temps de négociations budgétaires, de voir que avec une réponse sur une problématique donnée, eh bien, on peut résoudre un certain nombre d'autres problèmes d'une façon, on va dire un gros mot, quasiment systémique, où effectivement, en proposant des solutions intégrées, on va pouvoir apporter des réponses à différentes problématiques, et qui sont d'ailleurs effectivement liées, parce que le pendant des inondations, c'est les chaleurs, c'est les sécheresses, etc. Et donc tout ça est en fait lié. Et d'ailleurs, ça renvoie à l'intervention de lundi de Charlène Descoulonges, qui nous montrait justement que lorsqu'on regarde les enjeux autour du grand cycle de l'eau, on voit bien que toutes ces questions sont liées, l'aménagement du territoire, les choix d'urbanisation, et les modes d'usage, le maintien ou non des espaces naturels, etc. Donc voilà, intéressant de voir que sur une thématique donnée, finalement, on va apporter des réponses multiples et plus systémiques. Et donc, bon, là, c'était en milieu urbain. Est-ce que en milieu rural, on va avoir le même type de réponse, ou est-ce qu'il y a vraiment des spécificités à ces espaces-là? Les objectifs sont à peu près similaires. Hein. De toute façon, on va développer des techniques que ma collègue dans la petite vidéo tout à l'heure a évoquées, ce qu'on a appelé des techniques d'hydraulique douce, par opposition aux techniques structurantes où on ferait un bassin d'orage et on vient collecter en fait les eaux. Non, l'idée là, c'est plutôt de travailler sur des aménagements paysagers pour réimplanter en fait ces éléments dans le paysage qui ont disparu par le passé, dont évoquait Christelle tout à l'heure, par un ensemble, tout un panel en fait de techniques qui sont déjà mis en œuvre en fait en France et aussi un peu sur le territoire, sur le bassin de la Vienne, mais qu'on souhaite développer. Bon, il y a ce qu'on connaît, hein, c'est la haie multistrate là au milieu à droite, hein, qui joue ce rôle effectivement de frein des ruissellements. Il y a d'autres techniques qui jouent ce rôle-là. Ce sont les fascines, c'est des fagots de bois qui sont mis en travers de la pente pour retenir en fait les eaux de ruissellement, et puis elles viennent se sédimenter avec les matières fines qui partent du versant, et puis ça vient reconstituer un bourrelet où la végétation va pousser. Et puis on retrouve d'autres éléments comme la mare tampon, hein, qui est un élément du paysage qui peut tamponner en fait effectivement donc les eaux de ruissellement si elles sont bien placées. On a des nous d'infiltration aussi, donc c'est la photo en haut à droite, c'est des zones qu'on peut retrouver à la fois en milieu urbain et rural d'ailleurs, hein. Si vous regardez un peu sur certaines communes, on retrouve des nous d'infiltration. C'est des petites dépressions en fait, hein, qui sont réparties sur des zones de ruissellement et qui viennent stocker l'eau et l'infiltrer pour éviter que celle-ci ne reparte à l'aval. En fait, tous ces aménagements-là, ils sont à monter, ils sont à monter en série, c'est-à-dire ils sont à développer le plus possible sur l'ensemble du bassin versant, puisque c'est bien la combinaison de l'ensemble de ces aménagements qui vont permettre de réduire de manière efficace le ruissellement au final. Parce que si vous implantez une haie, ça ne va pas régler le problème. Il faut identifier en fait où sont les axes de ruissellement, positionner ces aménagements le plus stratégiquement possible, et puis aussi les positionner en concertation. Ma collègue parlait tout à l'heure effectivement c'est la coopération qui est importante. En fait, là où c'est le plus difficile, c'est de travailler sur le foncier, parce que le foncier ne nous appartient pas. En milieu rural, c'est des propriétés privées qui sont mises en exploitation, en fait, louées par des agriculteurs pour exploiter. Donc, on travaille avec la profession agricole pour leur présenter en fait la démarche en concertation, identifier les secteurs sur lesquels en fait ces aménagements leur posent le moins de difficultés par rapport à leurs pratiques agricoles pour qu'elles puissent être acceptées.
Donc ça peut être dans des pointes de champs qui sont pas labourables ou difficilement exploitables ou qui sont un peu humides. Où on tient compte effectivement des passages d'engins. Donc il y a tout un travail de réflexion sur comment positionner à la fois l'aménagement pour qu'il soit pertinent d'un point de vue hydraulique, pour qu'il retienne en fait le ruissellement, mais aussi vis-à-vis du foncier pour que ce soit accepté par l'exploitant et le propriétaire. Donc ça, c'est quand même un enjeu important et c'est pas forcément la partie la plus simple du travail. Mais c'est essentiel parce qu'on est sur des programmes d'action qui sont basés sur le volontariat. Et donc, forcément, partant de ce principe-là, on essaie de travailler en concertation et on essaie de travailler avec les personnes qui souhaitent faire des choses sur le territoire. Donc, il faut que ça se fasse en bonne intelligence le plus possible. Et donc, Christophe disait tout à l'heure, bah voilà, on essaie d'infiltrer au plus près de là où tombe la goutte d'eau. En milieu rural, c'est pareil en fait. Si on met des fascines, si on met des haies tout au long des versants, depuis l'amont jusqu'à l'aval, c'est pour essayer de retenir le plus en amont possible l'eau pour éviter qu'il y ait un ruissellement. Alors là, on va pas avoir des torrents sur du bitume, mais par contre, ça va être des axes de ruissellement qui vont se charger, où des matières fines partent. C'est aussi le sol, c'est aussi l'outil de travail de l'agriculteur. Donc quelque part, lui, c'est une perte de sa valeur en fait qui part à l'aval. Et sur les co-bénéfices, là aussi, en fait, on retrouve des co-bénéfices importants parce que on le prend là, la problématique sous l'angle inondation par ruissellement, mais en fait, il y a plein d'autres bénéfices en fait à mettre en place ce type d'aménagement. Un bénéfice par rapport à la filtration des eaux, donc des matières actives qui sont effectivement, Christelle en parlait, qui sont épandues en fait sur les versants, puisque en fait les systèmes racinaires vont venir capter les matières actives. C'est aussi un moyen effectivement de retrouver de la biodiversité dans nos paysages. Ça, c'est effectivement, on va avoir des oiseaux qui vont venir nicher, on va avoir tout un cortège d'insectes qui vont venir s'implanter en fait dans ces espaces-là. On va retrouver en fait, on est vraiment à la croisée des chemins entre la gestion de la prévention des inondations, la gestion de la qualité d'eau, la réduction des pollutions diffuses et de la biodiversité. Donc on retrouve finalement quelque part ce qu'on essaie de faire en milieu urbain, on va le retrouver aussi en milieu rural avec d'autres techniques, mais l'objectif est le même, quoi, finalement. Merci. Donc on voit là aussi des réponses multifonctionnelles qui permettent, avec une technique, de répondre à différents enjeux, même si c'est pas forcément au départ ce qui est recherché, mais en tout cas, en termes de résultats, c'est des approches intéressantes qui permettent effectivement de répondre à plusieurs problèmes en même temps. Donc, du coup, là, on a eu deux points de vue d'une collectivité et d'un opérateur qui accompagne les politiques publiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Christelle? C'est bien votre diapo, ça? Non, c'est toi encore. Bah, décidément. Non, cette diapo, c'était... En fait, on a parlé avant de stratégie et Fabien l'a présenté sur l'aspect rural. Ces photos-là, c'est pour vous montrer... j'ai parlé de stratégie de mise en place de gestion intégrée, mais ça, c'était pour vous montrer ce qu'on met concrètement en place en ville. Enfin, les solutions qu'on a, on en a plein. Et on en a d'ailleurs où des fois, on se dit pourquoi on n'y avait pas pensé avant. Hein, mais la première photo que vous avez sur votre gauche, c'est ce qu'on appelle l'arbre de pluie. Mais vous devez en voir des tas et des tas d'arbres qui sont sur un trottoir derrière une bordure et qui ne reçoivent jamais d'eau. Maintenant, ce qu'on est en train presque de systématiser sur Poitiers, c'est qu'à chaque fois qu'on plante un arbre, on essaye de récupérer l'eau qui ruisselle sur le caniveau pour qu'il puisse aller remplir la fosse d'arbre, donc que l'arbre puisse bénéficier de beaucoup plus d'eau. Et ça, c'est des choses, en fait, c'est des choses assez simples. Alors, donc l'eau, alors quand il pleut pas de manière forte,
toute l'eau est absorbée par la fosse d'arbre. Et quand on est sur des périodes de pluie plus intenses, donc l'eau va aller remplir la fosse d'arbre, et une fois que la fosse d'arbre est pleine, l'eau va continuer à ruisseler sur le caniveau. Mais elle aura été tamponnée, et donc on aura gagné du temps. Tout ne va pas arriver en bas au même moment. Donc ces mises en œuvre techniques, en fait, elles permettent à la fois on a parlé tout à l'heure d'éco-bénéfices vis-à-vis de la végétalisation, de bénéficier à des arbres qu'on planterait en ville, mais aussi de retarder. D'autres techniques toutes bêtes, mais des revêtements qui sont perméables. On est en train, alors en ce moment, c'est un peu l'explosion parce qu'il y a plein d'entreprises de revêtements perméables qui créent qui proposent des solutions. Donc sur la photo au milieu, en haut, là, vous avez des parkings, donc des places de stationnement qui sont perméables. Donc vous avez tout un tas de possibilités. Il y a des pavés, il y a du pavé drainant, il y a du végétal, il y a du gravier. Donc on a plein de techniques. La photo de la noue, là, Fabien en a parlé, mais c'est aussi quelque chose qu'on décline en milieu urbain et qui est vraiment... vous voyez, la noue, elle est pleine d'eau, mais vous voyez que c'est des zones, en fait, on en a partout des zones comme ça, où la plupart du temps, les espaces verts sont plutôt au-dessus de la voirie. Et quand on les réaménage, en fait, on se dit que c'est des zones qui peuvent recevoir de l'eau et tamponner quelques mètres cubes par-ci, par-là. Mais en fait, c'est vraiment ça la stratégie, c'est j'infiltre des petites quantités partout. Au contraire de ce qu'on faisait avant, où on collectait tout et on faisait des bassins énormes. Et sur la photo de droite, là, c'est pour vous montrer un petit peu que cette stratégie de végétalisation, elle peut aussi nous permettre de revoir un peu le milieu urbain, c'est-à-dire que là c'est une opération qu'on a fait rue Louis Blériot à Poitiers, en réglant, parce que c'était un endroit où on avait des problèmes d'inondation, mais en mettant en œuvre des techniques de gestion des eaux de pluie, on peut aussi améliorer l'aspect visuel de l'urbain. Alors là, l'arbre, c'est en hiver, mais quand il aura poussé, il fera de l'ombre. Les stationnements qu'on a mis en place, c'est des stationnements qui sont perméables, végétalisés, donc on va avoir des revêtements qui seront moins chauds en été, pardon. Donc on a plein d'outils techniques pour mettre en œuvre on va dire cette ville éponge, parce que le terme ultime, c'est la ville éponge. Merci pour ces exemples. Donc cette fois-ci, c'est bien Christelle. Donc pour une petite synthèse sur les co-bénéfices, ce dont on parlait Christophe et Fabien, c'est finalement des techniques qui permettent de l'infiltration via souvent de la végétalisation. Et dès lors qu'on va avoir un sol plus perméable et de la végétation, on va avoir tout un cortège de co-bénéfices qui vont venir avec les aménagements, plus ou moins importants selon les aménagements proposés, et en termes de présence de végétation, en termes d'ampleur d'espace. Néanmoins, ils existent. Alors, Christophe a parlé de la lutte contre les îlots de chaleur, qui est quelque chose de vraiment important en zone urbaine. En zone urbaine, on peut parler aussi d'amélioration de la qualité paysagère, en zone rurale aussi, parce que dans certains secteurs, c'est vrai que l'implantation de quelques haies supplémentaires en fait, peut changer notablement un paysage. Une fois que la haie est développée, ça change quand même les points de vue. On a ces aménagements, principalement en zone urbaine ou périurbaine, vont aussi favoriser la cohésion sociale, parce que dès lors qu'on se retrouve avec des espaces plus verts, on se retrouve avec plus de zones de rencontre, et on s'aperçoit que des espaces verts aussi fonctionnels et frais, en fait, quelque part, ça favorise réellement la cohésion sociale. D'un point de vue plus technique, on lutte contre l'érosion des sols. Donc ça, c'est principalement en zone rurale. Cette lutte contre l'érosion des sols permet de limiter les départs de terres agricoles qui peuvent être problématiques sur certaines parcelles. On restaure ce fameux effet éponge du sol, ce qui veut dire que le sol reçoit mieux l'eau, la reçoit, la stocke et la restitue à la végétation à une période où la sécheresse commence.
Donc, c'est le pendant de ce que disait Christophe tout à l'heure. Un sol qui récupère plus d'eau en fait et qui est plus vivant va stocker l'eau, avoir cet effet d'éponge et va restituer cette eau quand la sécheresse va commencer. Et donc la végétation va mieux se comporter. Et cette végétation, se comportant mieux, jouera mieux tous les rôles qu'elle joue. Et les rôles de la végétation, on en a un grand nombre. Évidemment, Fabien le disait tout à l'heure, il y a cette notion de biodiversité locale, puisque la végétation est un habitat extrêmement important pour la petite faune, donc y compris en ville. On va avoir des cortèges d'insectes, d'oiseaux qui sont... les oiseaux ne sont pas forcément des oiseaux rares, mais en fait, on s'aperçoit en France que les populations d'insectes et d'oiseaux ont chuté, donc même les populations qu'on pourrait juger basiques sont importantes. Et on a une flore plus variée aussi. Des micro-mammifères, on peut avoir aussi des chauves-souris qui vont revenir. Voilà, on a toute une biodiversité qui va venir s'implanter, même si la végétation n'est pas forcément extrêmement importante. Et forcément, plus le bosquet, la haie sera développé, plus la biodiversité s'en trouvera développée. Et il s'agit de faire des choses variées. Tout à l'heure, Fabien montrait une haie multistrate. C'est vrai que l'objectif d'un point de vue biodiversité, c'est pas forcément d'avoir des choses très propres, mais des choses très variées. Et plus c'est varié, aussi mieux fonctionne l'aspect absorption de l'eau aussi, puisque un milieu varié est toujours plus fonctionnel. Une des autres fonctions est la filtration de polluants. On en a parlé un petit peu de la pollution des sols, en fait. Le ruissellement emmène avec lui tout ce qu'il croise. Donc, les terres qu'il arrache, les routes qu'il croise avec les quelques hydrocarbures qui étaient dessus, absolument tout, les microplastiques, etc. Et donc, partout où on peut ralentir, filtrer, bloquer ces éléments-là, ça permet une limitation de la pollution. Donc là, je parle des polluants qui sont présents dans l'eau, mais dès lors qu'on a de la végétation, on va avoir aussi une filtration des polluants atmosphériques aussi. C'est quelque chose qui n'est pas souvent indiqué, mais la végétation participe aussi à ça. Et participe aussi au stockage du carbone. Donc voilà, on a quelque chose, la boucle est bouclée par rapport à la problématique du dérèglement climatique, mais voilà, dès lors qu'on a de la végétation, c'est pareil, on a un meilleur stockage du carbone, on rapporte du carbone dans le sol aussi, qui est donc en meilleur état. Et la liste n'est pas exhaustive, on a une quantité de co-bénéfices qui sont vraiment importants sur les actions qui sont des actions de... Alors voilà, c'est la gestion intégrée des eaux pluviales, donc la GIEP, on appelle ça comme ça en ville, c'est l'hydraulique douce qu'on appelle en zone rurale, mais globalement, vous l'avez vu, les aménagements jouent sur les mêmes principes et ont donc énormément de co-bénéfices. Donc on voit, c'est intéressant, parce que je te passerai la parole juste après, mais en vous écoutant, ça fait quelques temps que je travaille sur ces questions-là, et je suis... c'est assez un plaisir pour moi de vous entendre, parce qu'il y a 30 ans, c'est pas ce qu'on disait. On disait exactement l'inverse. Simplifier les paysages, l'efficacité, faire des autoroutes, canaliser l'eau, concentrer, etc. Et aujourd'hui, on dit exactement l'inverse. Et c'est assez doux à mon oreille, parce que moi, je suis biologiste de formation, et pour moi, il a toujours été évident qu'il fallait maintenir une complexité des paysages et des fonctions pour effectivement arriver, y compris à ce caractère que vous avez tous souligné plusieurs fois, le côté multifonctionnel de réponses qui sont somme toute assez simples. C'est-à-dire qu'il y a un triple intérêt à ce que vous évoquez là ce soir. C'est-à-dire qu'on a des réponses qui ont un niveau de mise en œuvre qui est quand même qui ne nécessite pas des milliers de mètres cubes de béton, qui coûtent moins cher, disons-le nous ici, et qui en plus vont avoir des co-bénéfices. Et vous avez allongé la liste des co-bénéfices qui sont extrêmement intéressants pour le coût global de nos collectivités. Parce que quand on parle de pollution de l'eau, si on amenait sur la table ce que ça représente en coût de dépollution après pour leur
d'usage, etc., etc., on voit bien que là, du coup, on a un ensemble de solutions qui deviennent extrêmement intéressantes pour, on va dire, l'aménagement du territoire. Mais Fabien, tu voulais compléter? Oui, bah en fait, ça continue à te faire plaisir du coup, parce que en fait, toutes nos politiques publiques aujourd'hui dans ce domaine-là, elles sont tournées vers ralentir le cycle de l'eau. En fait, on essaie de ralentir le cycle de l'eau le plus possible. Quand on dit on essaie, en fait, c'est un peu le maître mot, c'est infiltrer l'eau le plus près de là où tombe la goutte d'eau. Et c'est ça, on essaie de ralentir le cycle de l'eau, alors qu'à l'époque, on essayait de l'accélérer pour évacuer le plus vite possible l'eau. Pour d'autres raisons, mais aujourd'hui on fait rétropédalage, quoi. On essaie de ralentir le cycle de l'eau. Vous savez qu'on est sur un territoire qui subit des étiages sévères, des phénomènes de sécheresse, des périodes de stress hydrique. On a des tensions sur la ressource en eau. Et en fait, tout ce travail-là de ralentir le cycle de l'eau, d'essayer d'infiltrer à la parcelle, de recharger les nappes phréatiques, ça va aussi servir en fait à essayer de mieux passer les étés en fait et d'être moins dans cette période de sécheresse des sols, de faible quantité d'eau. Ça vise aussi cet objectif-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je fais juste une petite parenthèse là sur le cycle de l'eau. À Paris, quand il pleut, en fait, l'eau elle met 2 jours pour atteindre l'estuaire de la Seine. Alors que le cycle de l'eau habituel, ça peut être, avec les nappes très profondes à Paris, c'est plusieurs centaines d'années. Donc là, en fait, on voit l'impact de ce qu'a mis en œuvre l'homme en urbanisant, pour voir qu'on a complètement perturbé le cycle de l'eau. Mais c'est parlant, quoi. Oui, d'ailleurs, on peut aller même plus loin, puisque ça met 2 jours pour arriver à la mer. Et toute la pollution qui est générée, notamment par la station d'épuration d'Achères, est consommée par les populations du nord de l'Europe, puisque tout ça est conduit voilà, avec des taux de concentration de pollution dans les poissons de la mer du Nord qui sont assez importants également. Donc on voit bien que effectivement on a un grand intérêt collectif à pouvoir développer et mettre en œuvre ces solutions qui vont apporter des réponses à différents niveaux et, puisque c'est le sujet de ce soir, réduire notre vulnérabilité aux risques liés aux inondations eux-mêmes, mais on voit aussi aux effets du changement climatique, et pas seulement sous l'angle des événements directs qu'on peut subir, mais sur une réponse vraiment plus adaptée. Donc là, on vous a présenté un petit peu un panorama de ce qu'on pouvait faire, on va dire d'un point de vue collectif, et de la manière dont les collectivités prennent leurs responsabilités, et un certain nombre d'acteurs, même si c'était doux à l'oreille ce soir, mais il reste encore beaucoup de travail, parce que, évidemment, notamment en milieu rural, ou même en milieu urbain, il y a encore des résistances à la mise en œuvre de ces solutions, et ça va demander encore du temps et de la conviction pour atteindre des objectifs tout à fait satisfaisants. Donc ça, c'est un volet, mais nous habitons aussi ce territoire en tant que citoyens, et donc je me suis dit, ce serait intéressant quand même d'interroger nos invités pour se poser la question, mais nous, en tant que citoyens, est-ce qu'on peut faire quelque chose sur cette thématique qui peut paraître un peu inaccessible en se disant oui, mais moi, je fais pas l'aménagement du territoire, c'est pas moi qui fais les routes, c'est pas moi qui décide comment on aménage la ville, et je suis pas agriculteur, et voilà. Donc j'ai plein de raisons de penser que je ne peux pas être acteur de ce sujet-là. Et donc, je vous pose la question, si je retourne ma zapette, voilà, que peut-on faire à titre individuel en tant qu'habitant du territoire? Fabien. Oui, c'est ce que je disais en fait, l'infiltration de l'eau à la parcelle, c'est dans nos pratiques en fait, d'essayer d'avoir en tête ce maître mot, de pouvoir dans nos aménagements à la maison ou dans nos travaux extérieurs, de pouvoir s'assurer en fait d'infiltrer, toujours penser en fait qu'il faut plutôt que de renvoyer l'eau vers le caniveau, de favoriser en fait l'infiltration in situ, quoi, finalement au plus près de l'eau, là où tombe la goutte d'eau. Mais faut-il encore y penser quand on veut faire des aménagements? Voilà, c'est ce à quoi j'ai pensé. D'accord. Et on fait ça comment? Bah écoute, on avait évoqué les aspects, par exemple en extérieur, si tu veux
refaire, je sais pas, l'extérieur de ta maison, peut-être éviter de faire de l'enrobé, par exemple, plutôt que et peut-être avoir un revêtement perméable ou gravillonné. Ça peut être, c'est surtout ça, hein, essayer d'infiltrer à la parcelle s'il y a des projets d'aménagement de l'extérieur de ta maison. C'est surtout ça que j'avais pensé. Donc, on a le pendant, effectivement, ne pas imperméabiliser, voire désimperméabiliser. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une cour en asphalte? Est-ce que le gravillon, ça fait bien l'affaire, et le gravillon infiltre quand même. La pelouse, c'est pas mal. Des bosquets avec des arbres, ça récupère mieux l'eau. En fait, si une pluie qui tombe, en fait, déjà on voit la différence entre un asphalte où l'eau va ruisseler, les gravillons où ça va s'infiltrer un peu, mais au bout d'un moment ça va ruisseler, et une pelouse où en fait l'eau, on la note beaucoup moins. Et quand on a en plus un peu de végétation ligneuse, un peu d'arbustes, en fait ça absorbe encore mieux, et les racines font que le sol absorbe mieux l'eau. Donc voilà, de la végétation. Voilà, donc si vous avez le plaisir d'avoir une maison, voilà, réfléchissez à ça, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important. Alors après, peut-être qu'on peut objecter à ça que, voilà, moi, à titre individuel, je ne représente pas grand-chose. Par rapport aux problématiques urbaines, je pense qu'il y a vraiment l'action des surfaces privées est un vrai enjeu, parce que sur un espace urbain, on a à peu près 20% de l'espace qui est du domaine public, 80% c'est de l'espace privé. Donc c'est-à-dire que tout ce dont on a parlé ce soir, si on le met en œuvre que sur la partie publique, en fait, on n'aura pas gagné la partie. La surface représentée par les surfaces privées est beaucoup plus importante que les surfaces des particuliers. Et un autre chiffre que je voudrais donner aussi, c'est que quand on regarde en ville combien représentent les toitures, c'est 30% de la surface, et qu'il n'y a que les toitures qui ne doivent pas être perméables. Mais ça veut dire que si tout le reste l'était, y compris les habitations particulières, en fait, le problème de la gestion des eaux de pluie en ville n'existerait pas. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a imperméabilisé que... C'est-à-dire que les petites solutions qu'on vous a montrées sur le domaine public, elles peuvent facilement aussi s'appliquer dans le domaine privé, mais ça peut être une allée. On a des techniques où on a des revêtements qui sont perméables, on a du revêtement perméable pour des allées. Enfin, voilà, faudrait que ce soit... Alors, un des enjeux pour nous, communauté urbaine, ça va être de communiquer. On veut faire savoir un peu mieux cette technique par le biais du site internet, mais l'idée, c'est vraiment de ce dont on parle ce soir sur l'espace public. Il faut qu'il soit vraiment partagé par les particuliers si on veut qu'on ait un vrai résultat en ville. Oui, merci Christophe pour cet éclairage, parce que effectivement, je ne sais pas quelle était votre perception avant qu'on se pose la question, mais 80%, c'est nous. Voilà, 80% de problème, c'est nous. Alors évidemment, à l'échelle individuelle, on peut se dire que bon, moi j'ai peut-être quelques dizaines de mètres carrés ou quelques centaines de mètres carrés de jardin, mais le cumul de l'ensemble de ces éléments, effectivement, va jouer un rôle déterminant sur la surface globale, et donc au final va être un élément clé de l'enjeu. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas juste attendre des collectivités qu'elles fassent leur travail, ce qu'elles doivent faire, mais chacun, en fait, chaque acteur du territoire, finalement, va avoir un rôle extrêmement important à jouer. Donc, nous avons terminé ce qu'on voulait vous présenter, et donc, si vous voulez bien, on peut passer un temps d'échange et répondre à vos questions, si vous en avez. Il y a une dame qui a sagement attendu, qui avait une question tout à l'heure. J'ai des questions. Alors, la dame...
Donc là, vous avez expliqué la théorie et moi, dans la pratique, je me pose des questions parce que là, en haut de Montbernage, par exemple, je voyais une place, c'était des arbres, la pelouse, c'est un peu triangulaire, quoi, en haut de Montbernage. Et ça a été récemment refait et goudronné. C'est-à-dire, c'est exact ce qui se passe dans la pratique. Enfin, moi, j'ai vu ça, je me dis, mais qu'est-ce qui les prend? Qu'est-ce que c'est idiot de faire comme ça? Il y a ces grands immeubles qui sont construits actuellement là à côté de la CAF, là, enfin, de l'autre côté de la rocade, qui sont énormes. Je suppose que là aussi, il y a des canalisations, il y a des choses à traiter. Et ça rend le sol imperméable. En haut, là où j'habite, moi c'est la Coyer aiguë, tout à fait en haut. Si vous continuez un petit peu, là il y a des maisons, des toutes petites maisons qui sont construites récemment. Avant c'était des jardins. Je suppose que là ça donne des logements pour des étudiants ou quelque chose. Donc c'est imperméabilisé. Et juste en face, vous avez un autre type qui vient de rénover une maison. Et la surface, mais qui est presque grand comme ça, comme la salle ici, c'était de la pelouse, d'accord? Donc c'était perméable. Il a goudronné. Et je me demande, mais qui donne ces autorisations? Parce que là, ce que vous expliquez, c'est bien beau, hein, mais dans la pratique, dans mon quartier, je constate ce qui est concrètement fait. La rue de l'accueil aigu a été refaite il y a 3 ans. Et je me posais la question au moment, ça a duré longtemps. Et je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas mis des pierres perméables? Pourquoi ils ont imperméabilisé cette rue? J'ai également posé la question, mais pourquoi ils n'ont pas, quand ils ont refait la canalisation, enveloppée? Est-ce qu'il ne faut pas prévoir encore au-delà? Parce que si ce hammock, là, si ce Gulfstream s'arrête, on va avoir moins 20. Poitiers, c'est pas du tout prévu pour ça. Mais on peut survivre. Je veux dire, les Polonais, ils ont tout. Mais est-ce que ce ne sera pas... Je ne sais pas comment c'est géré concrètement. Vous présentez bien la théorie et je constate dans la pratique, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est le contraire. Moi, je veux bien répondre. On vous a dit qu'il fallait qu'on convainque. Et en fait, il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde. C'est-à-dire que dans les services, il y a, le message on travaille dessus, donc on est des gens convaincus. Mais vous imaginez pas qu'en fait, Fabien a dit, Fabien et d'ailleurs Karim a dit, on fait l'inverse de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Mais là, ça vous paraît tout simple à ce qu'on dit, mais pour arriver à changer en fait le regard des gens qui ont l'habitude de faire les choses, en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, vous trouverez des milliers de contre-exemples en ville. En plus, on a quand même un phénomène où il y a ce souhait de développer, mais qui va un petit peu en confrontation avec la densification de la ville, parce que c'est aussi quelque chose. On sait qu'il ne faut pas qu'on consomme d'espace naturel, donc il y a aussi des orientations à dire il faut qu'on densifie. Donc, si on densifie, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en œuvre des techniques. Quand on construit une maison et qu'il n'y a quasiment plus de jardin autour et on veut arriver à faire quelque chose qui gère quand même les eaux de pluie, ça veut dire qu'il faut penser toiture végétalisée, qu'il faut penser végétalisation. Et tout ça, c'est des techniques qui ont un coût et il faut que ceux qui les mettent en œuvre soient convaincus qu'elle fonctionne, qu'elle marche. Et on a encore plein de gens qui pensent que, par exemple, quand on infiltre des eaux dans le sol, ça ne va pas s'infiltrer vers l'eau qui va stagner. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est un combat de tous les jours. Moi, je suis convaincu, mais tout le monde ne l'est pas. Donc, mais on avance. Alors, je vais en profiter. Ce matin, j'étais en commission accessibilité à Grand Poitiers. Il se trouve que la ville à Poitiers, elle a aussi besoin d'être accessible. Elle a besoin d'être marchable. Et je pense que à Poitiers, et puis elle a besoin d'être... le logement, c'est nécessaire à Poitiers.
il y a besoin aussi de construire des logements sur Poitiers. C'est pour ça qu'en fait, on retrouve effectivement plus difficilement des aménagements avec du paysage. Mais je pense que quand même, ce qui est construit à Poitiers, c'est des bâtiments où les gouttières, les fameux, parce qu'on n'a pas trop parlé des gouttières, mais quand on fait une toiture, les gouttières, on n'envoie pas les eaux dans des tuyaux, on les envoie, on essaie quand même de les envoyer sur des espaces verts. C'est comme ça que l'aménagement se fait aujourd'hui en ville, doit se faire en ville en tout cas. Et on est en train d'écrire un PLUI aujourd'hui qui va contraindre encore plus à ça, qui va obliger à ce qu'on infiltre l'eau dans les bâtiments. Et si les trottoirs aujourd'hui sont devenus des trottoirs en bicouche, c'est justement parce qu'il faut aussi que la ville devienne marchable et accessible pour tout le monde. Et c'est la difficulté. C'est plus difficile en ville de faire de l'infiltration qu'à la campagne ou en ruralité. Voilà. Sur ce, je te laisse la parole. Puis je reprendrai la parole après. Alors oui, je voulais prendre la parole tout simplement pour apporter un témoignage. Un témoignage puisque les 3 acteurs que vous avez en face interviennent dans la commune de Savigny-Vesco à différents titres. Donc tout d'abord, remercier l'ensemble des 3 acteurs, puisque nous avons mis en place en début 2020, il manque juste une personne qui est partie de Grand Poitiers depuis, mais qui était à l'origine de cet ensemble de projets, qui est Yvonique Guinard. Nous avons mis en place un démonstrateur communal d'adaptation au changement climatique qui a commencé par la réhabilitation du Grand Étang avec NCA et qui se poursuit avec la gestion intégrée des eaux de ruissellement avec Christophe Chaperon, donc Grand Poitiers, et qui se traduit également par un projet de zone humide et surtout une action, un développement d'action, une solution dans le cadre du PAPI pour une commune qui n'est pas traversée par un cours d'eau, mais par le PAPI, donc avec le PTB. Donc c'est pour vous dire que effectivement, on connaît les difficultés dans une commune périurbaine, à la fois en zone d'agglomération et en zone rurale, puisque nous sommes régulièrement inondés depuis un certain nombre d'années, même si ce que vous avez fait avec toutes ces nous et autres, grâce à vous, Christophe, et j'oublie pas Marc également qui est ici présent, eh bien, je dirais que ça tamponne bien puisqu'on a beaucoup moins inondé ces derniers mois. Et c'est vrai que c'est très bien pour un élu, pour un maire, que de démontrer que les solutions qui sont proposées par le PCI et ses partenaires, ça fonctionne. Donc, je viens apporter ce témoignage. On ne bétonne pas, on essaie de trouver des solutions en renaturant et ça fonctionne. Mais la configuration est complètement différente, puisqu'on est, on est une petite commune périurbaine. Et puis enfin, du coup, je m'étais pas présentée. Enfin, moi, je suis là parce que il se trouve que je suis élue à Grand Poitiers. Je suis vice-présidente aux eaux pluviales et à la prévention des inondations urbaines. Et donc, je travaille en collaboration avec un autre vice-président qui travaille, lui, sur l'agriculture, qui travaille sur le climat et résilience, et qui travaille aussi sur ce qu'on appelle la GEMAPI, et donc lui qui travaille sur les PAPI, et donc qui travaille plutôt sur le ruissellement en milieu rural. Et donc on est partenaires. Ma délégation, elle s'appelle Continuité urbain-rural. C'est-à-dire que ce qui se passe en ville peut être fait en rural, et ce qui se fait en rural doit pouvoir se faire en ville. On essaie de trouver des solutions converses. On a évoqué un certain nombre de bénéfices, la plupart liés à la lutte sur les îlots de chaleur, sur la biodiversité. Moi, je vais vous en donner un qui nous importe, nous, les élus, qui devons gérer des budgets. C'est que ce qu'on peut prouver, parce que à force d'avoir fait des actions sur la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est que travailler sur la gestion intégrée des eaux pluviales, ça coûte beaucoup moins cher que de poser un tuyau. Et là, de l'argent, comme on en cherche tout le temps, partout, tout le temps, eh ben, moi, nous, on a trouvé des solutions pour aménager la ville qui coûtent moins cher. Effectivement, après, ben, de l'arbre, il faut aller en prendre soin. Mais un arbre, s'il est bien entouré d'une zone qui tamponne les eaux, par exemple, l'arbre, il vit tout seul. Il n'a pas besoin que l'homme s'occupe de lui. L'arbre, il vit tout seul, il se débrouille, il survit. Il survivra même à l'homme. Hein. Il nous survivra à un moment donné. Hein. Les arbres, ça vit bien plus longtemps qu'un homme aujourd'hui. Donc voilà. Et donc, à Grand Poitiers, on a mis en place cette délégation pour vraiment travailler sur ces solutions fondées sur la nature, pour faire aussi des économies. Parce que quand on pose un tuyau en sous-sol, d'abord, le tuyau, on ne le voit pas. Hein. On se dit, bah, il est là. Il fait son boulot. On se dit, on le laisse vivre. Et puis, quand on voit ce qui se passe en termes d'inondation, on se dit, tiens, mince, on a prévu un tuyau trop petit. On a prévu une bouche pas assez grande. On a prévu des avaloirs
qui conviennent pas parce qu'ils récupèrent pas l'eau comme il faut. Et donc l'idée, c'est de faire le plus naturellement possible les équipements. Enfin, nous, c'est ce qu'on défend, c'est ce qu'on promeut. Et demain, on a un PLUI qui écrira un règlement qui sera contraignant, peut-être restrictif, mais qui sera là pour jouer le futur et surtout la qualité de vie dans nos territoires. Et effectivement, la rue de Montbernage, on l'a vu sous les eaux. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Je ne sais pas si on est... mais je pense que ça tamponne moins. Pardon, je te coupe la parole, mais sur des rues comme Montbernage ou Pont-Neuf, en fait, il faut imaginer par exemple que Pont-Neuf, l'eau qu'on collecte et qui descend à Pont-Neuf, c'est de l'eau qui est collectée jusqu'au Leclerc. Donc c'est des bassins versants. Le bassin versant, il fait 130 hectares. Alors, en fait, la difficulté dans la mise en œuvre de la gestion intégrée, c'est que c'est plutôt une technique par acupuncture. C'est-à-dire que quand on change un tuyau, qu'on met un tuyau plus gros, du jour au lendemain, vous pouvez dire aux gens, voilà, le problème est réglé, le tuyau est plus gros, donc vous n'avez plus d'inondation. La technique de dire je fais de la gestion intégrée, c'est de l'acupuncture. Donc ça veut dire que je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Et c'est seulement au bout d'un certain temps et de plusieurs années, voire de dizaines d'années, qu'on aura des résultats. Donc c'est aussi difficile à mettre en avant parce que vis-à-vis du particulier, c'est pas comme un bouton qu'on tourne, quoi. C'est une action. Et pareil sur les bassins versants ruraux. En fait, c'est vrai qu'il y a des bassins d'alimentation en fait qui sont intra-urbains en fait, c'est ce que tu viens de dire. Donc ça fait des quantités d'eau à gérer qui sont énormes sur des surfaces imperméabilisées qui sont énormes. Et donc du coup déraccorder, désimperméabiliser, bon ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Tu parlais de convaincre. Après, moi, je connais pas exactement la réglementation en milieu urbain, mais il y a un travail à faire avec les urbanistes, avec les aménageurs, avec les promoteurs, pour informer puis sensibiliser sur des nouvelles techniques. Même j'imagine que ça doit forcément se développer de plus en plus. Mais bon, tout à l'heure, vous disiez effectivement, on n'a pas mis le bon tuyau, mais de toute façon, en fait. Le tuyau il sera jamais assez gros en fait, donc c'est pour ça que d'ailleurs et là je reviens un peu à ce que je connais moi du coup la partie rurale, c'est que d'où l'intérêt de bien faire la liaison entre ce qui se passe à l'amont des versants en milieu rural et ce qui arrive en milieu urbain, parce que finalement toute l'eau qu'on va réussir à gérer en amont en milieu rural qui va s'infiltrer en milieu rural, ce sera de l'eau qu'aura en moins à gérer Christophe dans la ville. Donc, il n'aura pas besoin de remettre des tuyaux. Voilà. Bon, après, on se prémunit jamais totalement en fait d'un risque d'inondation. Hein. C'est comme quand on n'a pas de système de protection digue ou ouvrage écréteur de crue sur notre territoire, sauf sur un petit secteur. Mais on se prémunit jamais complètement du risque. Donc, le but de ce qui est essayé d'être développé, c'est de pouvoir gérer le plus en amont possible, quoi. Après, je comprends, pour madame, c'est frustrant de voir que il peut y avoir des parties qui soient à nouveau goudronnées, mais bon, il faut. Enfin, après, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, hein, le réaménagement du territoire. Oui, peut-être pour compléter ce que vous venez de dire, c'est qu'effectivement, on est sur une modification de tendance. C'est-à-dire que, comme je disais, ça fait 30 ans, enfin ça fait plus que ça, hein, ça fait 150 ans qu'on met de l'eau dans des tuyaux. Et donc, du coup, c'est pas du jour au lendemain qu'on va arrêter de le faire, y compris parce qu'il y a des endroits où on dépend de ça. Par exemple, si on prend l'exemple de Paris, il y a un système d'égout gravitaire et si on met pas d'eau dedans, ça marche plus et ça pose d'autres problèmes. Donc, on est obligé de continuer à mettre de l'eau dans le système d'égout pour que ça continue à fonctionner. Parce que si, par exemple, sur les grandes ZAC qu'il y a eu dans le nord-est de Paris, on aurait pu faire d'autres systèmes qui permettent de recycler l'eau, d'éviter de l'envoyer dans la Seine. Mais l'héritage fait que voilà, il faut aussi maintenir ce système-là. Et donc, du coup, il y a des choix parfois qui ne sont pas tout à fait évidents à faire et qui peuvent être contradictoires. Et vous avez évoqué une autre question qui nous fait rentrer dans une autre dimension, qui est la question de l'incertitude vis-à-vis des effets du changement climatique. Donc, dans une phase de réchauffement,
du climat, on peut avoir effectivement des phénomènes régionaux qui sont assez variables. Et donc, il n'est pas possible, comme le disait Fabien, de dimensionner des ouvrages ou des réponses à quelque chose qui, de toute façon, a une certaine variabilité, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est pour ça que les réponses diversifiées sont finalement les meilleures façons de préparer l'avenir. Parce que plus on aura des réponses diversifiées, et plus on a de chances d'avoir la possibilité de répondre favorablement aux évolutions du contexte. Alors que si on continue à faire des gros tuyaux, si le tuyau n'est pas adapté, on n'aura pas d'autre solution parce qu'il coûte cher, parce que ça met du temps à construire, et puis on a des temps d'amortissement qui sont extrêmement longs. Donc l'intérêt aussi d'avoir des solutions diversifiées et avec des temps d'amortissement qui sont moins longs, c'est aussi de pouvoir se dire qu'on va être en capacité de s'adapter à des situations qu'on peut envisager, mais qui ne sont pas complètement prévisibles. Donc là, on peut se dire qu'on a un ensemble de réponses par un ensemble d'acteurs qui va dans le bon sens, mais qui prend du temps à être mis en œuvre, parce qu'y compris, il reste en concurrence avec d'autres types de solutions et des acteurs qui continuent à faire des choses. Voilà, tu évoquais les aménageurs, les promoteurs. Bon, on n'a pas complètement la main sur ce qu'ils font. Voilà. Donc si eux ne jouent pas le jeu, la collectivité n'a pas forcément tous les outils pour contraindre sur ces aspects-là. Alors le PLUI sera un instrument, mais ça ne résout pas tout. Est-ce que vous avez d'autres questions, observations? Attendez, j'arrive. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. D'abord, merci pour votre travail, pour ce que vous faites. Et du coup, je connaissais un peu, mais ça m'a ouvert des questionnements. Et je ne sais pas si vous avez assez de recul à ce niveau-là. Je pensais vous expliquer que l'eau qui coulait, vous essayez de la stagner au même endroit pour qu'elle favorise un secteur. Et maintenant, je me disais, dans le cadre d'une collectivité, dans la ville, en faisant des îlots qui conservent cette eau, est-ce que ça peut amener à changer l'état du sol, dans le sens où à Poitiers, c'est plutôt la roche, mais est-ce qu'à long terme, est-ce que ça peut pas changer la stabilité du sol et peut-être entraîner derrière des instabilités au niveau des structures, affaisser les sols ou même le rendre moins meuble et engager des risques par la suite à cause d'empêcher ce ruissellement? Alors, moi, je répondrai suivant deux. Alors, pour moi, à votre question, il y a deux réponses. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là que vous la posez, mais sur infiltrer dans le sol, on a parlé de captation du CO2 par le sol. En fait, on constate, il y a plein d'études qui vraiment le démontrent, c'est que quand on commence à mettre en œuvre des zones où on végétalise et où on infiltre, et si en plus on végétalise de manière hétérogène, en fait, dès qu'on crée un milieu vivant riche, en fait, et dès qu'on a de la matière organique et dès qu'on a un sol qui devient de plus en plus vivant, en fait, il y a une capacité à absorber le CO2 qui augmente. Donc c'est aussi, nous c'est des petites touches, mais on sait que plus on a un sol vivant et riche, plus il a une capacité à capter le CO2. Après, votre deuxième question, je pense qu'elle était, elle était portée plutôt sur la question de dire si j'infiltre de l'eau en ville, est-ce que je risque pas d'avoir des effondrements? Est-ce que je risque pas d'avoir... On fait quand même attention aux endroits où on fait l'infiltration. On sait qu'à Poitiers, on a des maisons où on a beaucoup de caves, donc on fait quand même attention à ça. Et votre question, en fait, me fait penser à... souvent, on se pose des questions parce qu'on va infiltrer, mais par exemple, quand vous avez un terrain où il n'y a pas de construction, l'eau qui tombe sur le terrain, tant qu'il n'y a pas de construction, en fait, on ne se pose pas de questions. On n'a aucun système de gestion des eaux de pluie. L'eau s'infiltre sur le terrain et ça pose de questions à personne. Et après, quand on demande à quelqu'un qui construit sa maison de la gérer sur place, il dit « ouais, mais comment je vais faire ?» Et c'est là que c'est un peu bizarre quand même, parce qu'avant qu'on construise, on n'avait pas le problème de la gestion des eaux de pluie. Et après, alors
effectivement, on a une surface perméable, donc on va capter une surface où il va falloir qu'on infiltre sur place, mais peut-être sur une zone plus petite, donc on va concentrer. Mais là, c'est un peu dans les changements de mentalité, c'est que quelque chose qui a priori ne pose pas de problème afin qu'on construise, finalement, on pose un après. Et troisième réponse, si on infiltre, alors vraiment la question de l'infiltration, c'est plus on peut solliciter une surface importante pour infiltrer, mieux c'est, mais aussi en termes de stabilité du sol, quand on sait qu'on a des risques d'affaissement, le risque, il vient du fait qu'on a capté beaucoup d'eau et qu'on l'a injecté à un point donné, à un seul point. Vraiment, la doctrine de la gestion intégrée, c'est d'essayer d'utiliser toutes les surfaces. Donc, si on arrive à avoir une zone très grande, en fait, on peut infiltrer beaucoup d'eau de pluie d'une manière à ce qu'elle soit une manière d'être fait diffuse. Les effondrements qu'on a ou quand on a des zones karstiques, en fait, ils sont accentués quand on infiltre beaucoup d'eau à un seul endroit. Donc, c'est vraiment un des aspects auxquels il faut qu'on fasse attention si on met en œuvre ce type de technique. Plus de questions? Bon, il est temps de remercier nos intervenants pour la qualité de votre contribution et votre engagement. Et je vous salue et vous dis à bientôt. À l'année prochaine, on refera une semaine de la résilience. Alors peut-être sous un autre format qui rencontrera un public plus large, j'espère, puisque cette formule-là n'a pas l'air de très bien fonctionner. Mais voilà. Moi, j'ai passé un bon moment. Merci.